Morocco for everyone, Maghreb الرقمي للجميع, est convaincu que tout Marocain mérite d'avoir accès au e-commerce et au paiement digital. Au niveau du paiement mobile, on est au tout début de l'histoire. Nous avons rejoint, nous, Aura Technologies, cet élan national qui fait la promotion de l'inclusion financière et digitale. L'inclusion financière, c'est notre application Aura Cash, et l'inclusion digitale, c'est l'application de Food Delivery Cool. Il y a un énorme défi d'adoption. Le défi, il est double. Il faut convaincre d'utiliser moins de cash. Il faut convaincre d'utiliser plus le téléphone pour digitaliser. Construisons un food delivery maroco-marocain qui est fait de talents marocains, qui est à l'écoute des restaurants marocains, des utilisateurs marocains et qui est à l'écoute des livreurs marocains. Et Morocco for Everyone, c'est le plan digital des Marocains de Bnet Oulad Ouart. C'est donner la chance à ces jeunes de pouvoir réaliser leurs rêves digitaux. Qu'un d'entre nous a une capacité de créer de la valeur. Hlim, khedem, ma amark ma tahchem. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Omar Alemi. C'est un entrepreneur visionnaire qui croit en un Maroc numérique pour tous. Un Maroc où la technologie n'est pas un privilège, mais un droit. À travers eMorocco for Everyone, il propose plus qu'une innovation technologique, il défend une ambition sociétale. Nous allons explorer ensemble sa vision, ses défis et les enjeux profonds de l'inclusion digitale. On est chanceux de t'avoir aujourd'hui avec nous, c'est Omar Alemi. J'ai aussi beaucoup de chance. Et on te connaît aujourd'hui comme le fondateur d'Aura Technologies. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais bien revenir un peu au point de départ. Comment tu as eu l'idée de fonder Aura? Est-ce qu'il y a-t-il un déclic particulier qui t'a poussé à entreprendre dans le domaine du numérique et de l'inclusion? Alors déjà, merci Adnan de me recevoir. Je suis très très heureux d'être là. Plaisir Je suis partagé. très heureux de soutenir des initiatives comme les tiennes qui émanent de jeunes qui ont beaucoup de conviction et beaucoup de talent et qui travaillent très dur Merci infiniment. pour justement diffuser le digital au Maroc. En fait, je suis rentré il n'y a pas si longtemps que ça, après quelques années de salariat, à peu près 20 ans en Europe. Et je crois qu'avant de décider de faire de la tech au Maroc, il faut décider de rentrer. Ouais. Je suis rentré pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'appel de Sa Majesté au MRE, aux Marocains résidant à l'étranger, qui nous a demandé de rentrer pour aider le pays et faire bénéficier notre pays de notre expérience et créer de la valeur. Et donc, je suis rentré pour ça. De manière concomitante, il y a eu aussi Covid et toutes les questions qu'on a pu se poser avec mon épouse par rapport à la distance, à la famille, par rapport à notre marocanité qu'on aimait vivre à 100%. Et donc, on a pris la décision de rentrer au Maroc pour se rapprocher de nos familles et puis justement créer la valeur qu'on estime être la bonne en fonction de notre expérience. Alors ensuite, pourquoi j'ai entrepris dans la tech? Alors moi, j'ai été 17 ans banquier et puis j'ai fait 3 ans de fintech juste après. Donc j'ai découvert le monde de la tech avec beaucoup de plaisir, beaucoup de terrain. Quand on est banquier pendant 17 ans, on pense que la tech, c'est un monde parallèle. Et quand on y est, on apprend beaucoup de choses. On apprend ce que c'est que de gérer une boîte de tech, gérer un projet tech, avoir affaire à des talents tech, des software engineers, des scrum masters, du média digital, du marketing digital, etc. Et on se retrouve dans un environnement qui va beaucoup plus vite que nous. Donc on doit apprendre. Moi, j'ai adoré mon passage dans la fintech et puis en rentrant au Maroc, j'ai fait un peu le point, fait quelques constats. Le Maroc est un pays dont la population est très connectée. Plusieurs dizaines de millions de Marocains sont sur les réseaux sociaux. On a à peu près 25 millions de smartphones. Donc, il y a un taux de pénétration assez important. Et puis, il y a cette génération de Oulad ou Bnat Lourt qui sont de plus en plus connectés au monde et aux autres via Internet, via les réseaux sociaux, via le digital en général. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'il leur manquait ou qu'est-ce qui pourrait leur manquer et quels seraient leurs besoins auxquels j'aurais pu répondre en commençant par les besoins journaliers autour du mobile et de ce qu'ils pouvaient en faire. Voilà comment j'ai atterri dans la tech.
C'est très passionnant, c'est vraiment ce que tu viens de dire. Et si on parle souvent de technologie comme un levier de performance d'innovation, dans ton discours, il y a quelque chose de plus profond. Quel moment pour toi l'inclusion numérique a cessé d'être un simple défi technique pour devenir un projet de société? Bon, alors nous, notre thèse, elle est assez simple, hein. C'est Imorocco for everyone, Maghreb الرقمي للجميع. Ça part du principe qu'on estime et qu'on est convaincu que tout Marocain, quel que soit son âge, quel que soit son lieu de vie, dans les campagnes, à la montagne ou dans les villes, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, qu'il soit particulier, petit commerçant, artisan, grande chaîne, employé, homme ou femme, quel que soit son niveau d'alphabétisme d'ailleurs aussi, mérite d'avoir accès au e-commerce et au paiement digital. Donc le e-commerce, c'est la nouvelle façon d'acheter et le paiement digital, c'est la nouvelle façon de payer. Et aujourd'hui, il y a, je pense, plusieurs sociétés avant nous qui ont pu créer de l'adoption au niveau du e-commerce. Au niveau du paiement mobile, on est au tout début de l'histoire. Et puis nous avons rejoint, nous, Aura Technologies, cet élan national qui fait la promotion de l'inclusion financière et digitale. L'inclusion financière, c'est notre application Aura Cash qui va permettre d'accéder très rapidement et très simplement dans tout le Maroc à une palette de services financiers. Et l'inclusion digitale, en tout cas la première que nous avons développée et mise à la disposition des Marocains, de nos clients, c'est l'application de Food Delivery Cool qui a un biais extrêmement inclusif puisque nous souhaitons faire rentrer près de 6 millions de Marocains dans le food delivery d'ici 5 ans. D'accord. Si vous êtes lancé dans le food delivery que tu viens de citer, c'est un projet méga ambitieux, mais on a des livreurs qui se plaignent, des restaurateurs qui se plaignent également de la commission trop élevée. C'est quoi votre plan par rapport à ça? Alors c'est une très bonne question, c'est une question d'actualité. Alors déjà, nous construisons un food delivery maroco-marocain qui est fait de talents marocains, qui est à l'écoute des restaurants marocains, qui est à l'écoute des utilisateurs marocains et qui est à l'écoute des livreurs marocains. Chacun d'entre eux, chacun des opérateurs de cette chaîne de food delivery a des sujets aujourd'hui, voudrait une vie meilleure. Alors les restaurateurs souhaitent une commission raisonnable. Alors nous, on est à 10%. C'est un niveau de commission qui leur permet de générer des revenus profitables depuis l'application Cool. C'est aussi un niveau de commission qui leur permet de nous proposer des promotions super cool. Parce qu'évidemment, quand on prend très peu de commission, l'impact immédiat sur les produits de la livraison, c'est qu'ils sont moins chers et qu'ils sont probablement au même prix, voire moins chers qu'en restaurant. Au niveau des livreurs, c'est assez simple. Un livreur, aujourd'hui, a un besoin d'une amélioration substantielle de ses conditions de travail parce que ça roule vite, ça donne un service pas souvent bon, ça fait des accidents pour une raison principale, c'est le niveau de rémunération. Les livreurs, ils vont vite parce qu'ils veulent faire plus de commandes, parce qu'ils doivent s'en sortir. On a estimé 2 choses. La première, c'est qu'il fallait mieux les payer. Nos livreurs touchent entre 8 et 15 dirhams la course et on prélève aucune commission sur ce coût de livraison. Et puis surtout, on a une ambition de le rassurer sur le niveau de rémunération qu'il pourra avoir tous les mois, de telle sorte à ce qu'il roule plus doucement, qu'il fasse attention à toute la réglementation routière et qu'il soit cool, c'est-à-dire qu'il délivre avec le sourire le meilleur des services. Le sujet des livreurs, c'est un sujet important. On est aujourd'hui au Maroc, on estime qu'il y a peut-être maximum 1,5 million de clients qui utilisent le food delivery. Notre plan, c'est d'en avoir 6 millions dans 5 ans. Si on en a 6 millions, il faut créer 45 000 livreurs, 45 000 emplois. Donc il y a un défi de financement, évidemment, des motos. Il y a surtout un défi de formation de ces livreurs qui doivent être, qu'on doit attirer dans le métier de livraison, le métier de prestataire de livraison. Donc il faut qu'ils soient rémunérés décemment, que ce soit un métier qui ne soit pas trop risqué. Et c'est un métier qui doit être représentatif de ce que peut être un bon service.
Et enfin, le troisième opérateur qu'on n'oublie pas, c'est le client. Le client, c'est assez simple. Une fois qu'on a négocié une commission très faible avec le restaurateur, qu'on a des super offres, que les livreurs est payé correctement, d'ailleurs, l'ensemble de nos clients utilisateurs payent les coûts de livraison, ce qui pour nous est le moyen le plus durable d'assurer une rémunération pérenne et décente à nos livreurs. Alors on se retrouve dans une situation où on peut offrir des très bonnes promos à nos clients qui finalement, dans Cool, dans notre application de food delivery, vont retrouver les prix les moins chers du marché. Alors le prix le moins cher, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on est moins cher, donc plus compétitif, mais ça veut surtout dire qu'on est inclusif. Aujourd'hui, dans Cool, nous avons un panier moyen et nous sommes très fiers de 70 dirhams. C'est probablement près de 50% plus bas que nos concurrents. Mais c'est une excellente nouvelle puisque du coup, toutes les CSP, toutes les catégories socio-professionnelles de Marocains peuvent avoir accès au food delivery et acheter des produits en livraison qui sont accessibles en termes de prix. Et c'est de là qu'on sort notre chiffre de 6 millions de Marocains qui vont nous rejoindre pour d'ici quelques années pour accéder au food delivery. C'est très inspirant ce que vous dites. Franchement, c'est quelque chose qui فرح القلب, comme on dit en arabe. Les mains. Inch'Allah, يكون خير. Je reviens, si tu me permets, je reviens à l'inclusion numérique tant qu'il est un projet de société. Donc, également, il y a des choses qui l'empêchent d'être avancé concrètement. Quels sont, selon toi, les freins aujourd'hui structurels majeurs qui ralentissent cette dynamique au Maroc? Et faudrait-il commencer par où pour changer les choses? Par l'infrastructure ou bien l'éducation ou bien la gouvernance? Alors, déjà, je tiens à rappeler que, très sincèrement, cet élan d'inclusion financière et digitale qui anime le pays, il est d'abord porté par les grandes institutions, les régulateurs, qui font un travail extraordinaire pour faciliter l'accès au numérique en général, que ce soit les aides pour les startups, que ce soit les accompagnements pour les startups, que ce soit le fait de payer les aides sociales sur des wallets, que ce soit l'ambition de former des ingénieurs, que ce soit les écoles de software engineering, de développement informatique gratuites, notamment 1337 et YouCode, pour ne citer que celle-ci. Tout le monde est en marche pour l'inclusion financière et digitale. Il y a des sujets sur lesquels c'est plus rapide que d'autres en termes de réalisation. Oui, le e-commerce, c'est en train de naître. Le food delivery, les gens ont adopté depuis quelques années. Le ride hailing, tout ce qui est réservé à un cab, pareil, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut faire partie du day-to-day des Marocains. La transformation digitale opérée par les instances administratives, tout ce qui est e-gov, tout ce qui est demande de carte d'identité, toutes ces choses-là ont fait un bond exceptionnel au Maroc. Donc je pense qu'il y a des choses qui avancent très vite. Ensuite, je dirais que le frein que l'on voit aujourd'hui, qui est plus un sujet d'adoption, c'est le retard qu'ont pris tous les paiements digitaux au Maroc. Alors ça a été une très très bonne idée de déployer les aides sociales sur les wallets. Je pense que ça a permis à quelques millions de Marocains, 7, 8, 10, je n'ai pas le chiffre en tête, d'avoir un mobile wallet et de pouvoir recevoir sur un compte de paiement des aides sociales de l'État. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est en retard sur toute la partie paiement mobile. Qu'est-ce que c'est que le paiement mobile? C'est payer avec son mobile. Alors, il y a différents types de paiements électroniques. Il y a la carte bancaire. Là encore, je pense que les banques font un travail assez précieux de bancariser le plus vite, le mieux, avec toute la palette de services bancaires dont la carte bancaire fait partie.
Mais si on veut diffuser le paiement digital plus rapidement, il y a un énorme défi d'adoption. Il faut qu'on apprenne aux gens à payer avec leur téléphone pour utiliser moins de cash. Donc, le défi, il est double. Il faut convaincre d'utiliser moins de cash et il faut convaincre d'utiliser plus le téléphone pour digitaliser les paiements. On est en plein dedans et c'est le projet d'ailleurs de Aura qui aujourd'hui a deux applications, une application de paiement et une application de food delivery qui s'apparente à du e-commerce. Et donc, nous sommes en train de travailler pour joindre les deux applications, créer un pont entre les deux en tout cas, réunir les deux communautés, celles qui utilisent le paiement mobile et celles qui achètent des burgers et des pizzas en ligne, pour pouvoir créer le premier use case profond en termes de target market pour l'utilisation du mobile en tant que moyen de paiement dans une application. Voilà, c'est notre travail de tous les jours. J'espère qu'on y arrivera d'ici quelques jours. Et ce sera pour nous une opportunité de proposer un use case concret de paiement mobile qui fait partie de la vie de tous les jours des Marocains, c'est-à-dire commander un repas. C'est bien, c'est Omar. On avance toujours dans le même contexte, l'inclusion. On voit souvent l'inclusion parfois rester concentrée que dans les grandes villes et les milieux connectés. Selon toi, quelle stratégie faudrait-il déployer pour irriguer les zones rurales, les petites villes et toucher les populations les plus éloignées de l'innovation? Alors, les populations les plus éloignées de l'innovation, c'est celles qui sont plus éloignées des villes, en Des gros. villes, Hein. exactement. Voilà. Oui. Le e-commerce, ça me semble être un peu compliqué. Bon, il y a des défis de logistique assez importants. Aujourd'hui, pour ouvrir une ville, il faut avoir assez de restaurants et assez de potentiels utilisateurs pour que la ville puisse être rentable pour du food delivery. Pour le e-commerce, les villes les plus reculées sont très compliquées à livrer, même s'il y a beaucoup d'efforts avec tout ce qui est point relais. Et je pense qu'on arrivera un jour à avoir de la logistique qui va vraiment dans les zones très reculées. Par contre, il n'y a pas qu'une solution. Pour digitaliser les zones les plus reculées, donc les zones rurales et les populations qui habitent dans les montagnes, ça ne peut pas être fait autrement que par le mobile wallet. Le moyen de les digitaliser, c'est de les connecter à l'écosystème financier, leur faire ouvrir des comptes de paiement, qu'ils puissent recevoir sur ces comptes de paiement des paiements, des transferts digitaux qui proviennent de leur famille, leurs enfants, leurs neveux, leurs frères et sœurs qui travaillent dans les villes et qui vont être la première raison d'adoption du mobile dans les zones les plus reculées. Avant ça, il faut quand même les équiper en mobile, en smartphone. Et c'est aussi un enjeu. Aujourd'hui, un smartphone d'entrée de gamme, ça coûte encore cher pour un panier qui est autour de 100-120 $, on va dire, 1000-1200 dirhams. Il faut aller chercher des devices qui sont encore moins chers pour que on puisse équiper un maximum de monde de smartphones dans les campagnes, dans les montagnes, et puis ensuite leur permettre d'avoir une communication ou un pont de communication, d'échange, de transfert digital entre eux et les populations des villes. Il faut en tout cas rapprocher la campagne et la montagne des grandes villes par la tech, par le mobile et par le mobile wallet. Donc, il y a un grand travail à faire si on veut irriguer ces zones-là. Il y a beaucoup de boulot, c'est pas impossible, on est en train de le faire tous ensemble. Je pense que les établissements de paiement, les fintech, les banques, Les associations. les associations, enfin, il y a beaucoup de gens qui s'attellent au sujet, les régulateurs aussi aident, les institutions, tout le monde est en train de bosser. C'est juste une question de temps. On ne peut pas décider de faire quelque chose dans un pays de 40 millions d'habitants et avoir les résultats 3 mois après. Exact. En tout cas, il y a une volonté extrêmement claire, une conviction extrêmement tranchée, définie. Et il ne faut pas oublier aussi les Marocains qui ont un plan digital pour leur pays. Et je crois que c'est un bon mix pour y arriver. Exact.
On présente souvent le numérique comme une solution, mais il peut aussi devenir un facteur d'exclusion s'il est mal pensé. Selon toi, comment éviter que le numérique reproduise, voire aggrave des inégalités sociales déjà présentes? Et quelle est plutôt la responsabilité des innovateurs sur le terrain? C'est une bonne question. Dis donc, tu as bien bossé les questions. Je ne m'attendais pas à autant de justesse. Alors, le numérique devrait faire du bien à un maximum de gens, donc il faut qu'il soit accessible à tous. Euh, Est-ce que c'est un facteur d'exclusion? Je n'y crois pas. Bien au contraire. Je pense que le numérique, le digital, le mobile est un accélérateur d'inclusion. Euh, on se retrouve dans aujourd'hui peut-être des défis d'accessibilité. Oui, il faut que tout le monde puisse avoir accès au numérique, au digital. Il y a déjà pas mal de monde qui s'y est mis. Je rappelle, 25 millions de smartphones sur une population de 40 millions. On est plutôt dans l'inclusivité et dans la viralité du smartphone, de son omniprésence. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'un smartphone? Tout ce qu'on ne pouvait pas faire avant avec un téléphone. Et donc, ça fait du e-commerce, ça fait du food delivery, ça fait du transfert d'argent, ça fait du paiement mobile, ça fait du paiement de facture, ça fait des réservations. Faire tout en fait. En fait, la réalité, c'est que, alors, on entend souvent parler de super app. En fait, la première super app, c'est le smartphone. Ouais. C'est dans le smartphone que vous avez toutes les apps pour pouvoir vous digitaliser. Et donc, en fait, les opérateurs télécoms ont quand même fait un énorme boulot pour mettre de la 4G dans tout le pays. Bientôt, on aura la 5G. On a un taux de pénétration d'Internet qui est assez important. Je pense vraiment que si on veut que la valeur créée par le digital touche un maximum de monde, on a juste un défi d'équipement et d'adoption. En revanche, le meilleur moyen de transférer, transmettre, diffuser de la valeur aujourd'hui, en 2025, et je crois qu'en 2030, 35, 40, ce sera pareil, c'est la technologie et le digital. Tu as souvent parlé de eMorocco for Everyone. C'est un slogan fort, porteur d'espoir. À quoi ressemble-t-il concrètement eMorocco for Everyone? Et comment on peut transformer un slogan en une action terrain? eMorocco for Everyone, d'abord, c'est pas que moi qui suis derrière. eMorocco for Everyone, c'est le plan digital des Marocains de Bnet Oulad Ouart. Je ne fais que aider, encourager, accompagner, financer, soutenir de manière très très convaincue le plan digital que les jeunes de ce pays ont. Mais c'est eux qui l'ont. Chez Aura, on est 53 personnes, dont 51 Marocaines et Marocains, issus des écoles marocaines. C'est ma plus grande fierté. On doit avoir une moyenne d'âge de 25 ans, 4 ans. Les jeunes. Des jeunes ou l'aide ou Bnet Lourt. Par contre, ces jeunes-là, le Maroc leur appartient. Et c'est eux qui m'ont même fait prendre conscience de l'importance du trend, de la tendance, de l'envie de construire un Maroc digital. Alors oui, moi je suis entrepreneur, bien sûr, convaincu évidemment, avec un peu d'expérience, un peu de cheveux gris, mais à la fin de la journée, eMorocco for Everyone, c'est donner la chance à ces jeunes, aux jeunes de ce pays, de pouvoir réaliser leurs rêves digitaux à travers de l'entrepreneuriat et de la capacité de financement. Et évidemment du coaching, du mentoring, de l'accompagnement de terrain, de la formation, du partage d'expérience, qui est très très important chez nous aussi. C'est ça eMorocco for Everyone à la fin. Ce n'est pas un projet porté par une personne ou par Aura Technologies. C'est la décision de cette jeunesse de construire le Maroc digital, aidé par plein de gens. Les institutions, les régulateurs évidemment, mais aussi tous ceux
qui y mettent leur pierre à l'édifice pour pouvoir aider ce Maroc qui veut devenir digital. Mais je crois que c'est une volonté qui est totalement partagée. Je crois que ça fait partie de la vision 2030, la vision d'accélération du numérique en 2030. C'est ça la vision portée déjà par le ministère Absolument, d'inclusion. absolument. Ministère de la Transition numérique, ils ont un plan très clair. Hein. Maroc 2030, c'est pas une lubie, c'est une réalité. Ils mettent les moyens. Ils ont, je pense, mobilisé tous des protagonistes pour créer de l'emploi autour du digital, pour construire un Maroc digital, pour construire une souveraineté numérique, pour encourager toute ambition numérique digitale qui ferait diffuser le digital dans ce pays. Exact. Donc on est vraiment dans un pays qui va très très vite. Parce que d'un côté, les institutions ont décidé d'y aller et elles sont soutenues par tout un peuple qui veut y aller. Et évidemment, il ne faut pas oublier que dans tout grand projet d'envergure, il faut avoir une conviction et un accompagnement convaincu. Et on ne peut que saluer l'engagement de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, dans tout ce plan digital, tout cet élan, cette initiative. Je ne crois pas avoir vu de pays récemment qui a engagé tout le monde autour du digital, entre autres projets, et où tout le monde est onboardé, tout le monde est convaincu et tout le monde va dans la même direction, les jeunes compris. Ouais. Je passe à un autre sujet qui me tient à cœur, et qu'on parle souvent déjà, c'est à propos de l'intelligence artificielle. C'est la tendance de nos jours, en fait. On parle beaucoup d'IA comme d'une manière, en fait, théorique ou hors sol. Mais selon toi, c'est Omar, à quel moment l'IA il est devenu quelque chose de concret, de réel, que tu utilises dans ton quotidien, par exemple? Alors, l'IA, c'est une révolution industrielle. On en a vécu plusieurs. Donc, ça a détruit des emplois et ça a recréé d'autres, tout simplement. Donc, au sens choc social du terme, j'y vois pas plus de pertes que la révolution Internet ou la première révolution industrielle. Je pense qu'il y a aujourd'hui, elle fait peur parce que on doit redessiner le marché de l'emploi pour être assez basique, voir qu'est-ce qu'on pourra préserver comme emploi et qu'est-ce qu'on va pouvoir créer comme emploi. Tout ne peut pas être remplacé par l'IA. On voit plus d'emplois qui se naissent, d'autres qui disparaissent à propos de l'IA, donc on doit redessiner comme vous avez dit. Je pense que ça va aider à augmenter les productivités de toutes les entreprises. Je pense que ça peut aider à régler des problèmes. Je vous donne un exemple tout bête. Nous, on est en train de travailler en ce moment sur du voice to order. Bon, c'est quoi le voice to order? C'est en gros parler à ton téléphone et lui demander quelle est la pizza la plus proche et quelle est la meilleure promo de la pizza la plus proche autour de toi. Bon, okay. C'est de l'IA. On le fait en 10 langues. C'est toujours de l'IA. Oui. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Inclusion digitale. Si on n'a plus besoin d'écrire ou de lire, alors les quelques millions d'illettrés au Maroc et dans tous les pays émergents pourront accéder au numérique, au digital, grâce à l'IA. Est-ce que ça veut dire que le restaurant qui vend la pizza va faire sa pizza avec l'IA? La réponse est non. Et elle sera toujours non. Donc, par contre, ce restaurant, peut-être que grâce à ça, il y a 5, 6, 7, 8, 10 millions de Marocains qui commandent en plus. Donc, il va peut-être créer des emplois.
Il y a peut-être qu'avoir plus de pizzaiolo, agrandir son restaurant, Exact. acheter plus de matières premières, du coup avoir de l'impact sur celui qui lui vend les matières premières. Donc pour moi, en tout cas, dans un pays où la transformation digitale est en marche et où l'inclusion financière et digitale est un élan national, l'IA est incontournable pour aller plus vite. Ensuite, est-ce que ça va détruire quelques emplois? Probablement que oui, mais ça va en recréer d'autres. Parce que l'IA, à la fin de la journée, c'est augmenter la productivité des entreprises et puis leur capacité à faire plus de business. Et quand on fait plus de business, même si on a trouvé une martingale avec l'IA ou qu'on peut aller plus vite avec l'IA, il faut quand même, à un moment ou à un autre, se reposer sur de la dimension humaine et des emplois. Donc je suis très content pour mon pays en ce moment que ce virage IA existe, qui nous permette de faire de l'inclusion beaucoup plus vite. Et quand je prends du recul sur les révolutions industrielles qu'il y a pu y avoir depuis 100 ans, bah, a priori, ou 200 ans même, a priori, c'en est une comme une autre. Elle est disruptive comme les autres, et puis elle va nous créer des emplois et en détruire comme les autres. En ce moment, vous êtes en train de construire dans un écosystème encore jeune. Donc, qu'est-ce que tu trouves le plus stimulant et le plus frustrant? C'est une bonne question. Est-ce que l'écosystème est jeune? De quel écosystème on parle? Celui de la tech? Celui de la tech, ouais. À aucun moment il n'est jeune. Il ne faut pas oublier que nous avons des Encore grandes banques, grands assureurs, grandes sociétés marocaines qui, depuis 20 ans, investissent dans la tech et ont des centaines et des milliers d'ingénieurs chez eux. Et que cela leur a permis de s'étaler au Maroc et de conquérir plusieurs pays étrangers, africains notamment. Je pense notamment aux banques, aux assurances, aux télécoms, aux BTP. Bon, tous ces gens-là ont toujours eu de la tech d'une manière ou d'une autre. Peut-être que le BTP, il n'avait pas de la tech, mais des ingénieurs. Donc, la réalité, c'est que nous sommes un pays historique de la tech, sauf que cette tech-là était dans les grandes entreprises. Oui. Et depuis quelques années, on voit l'émergence d'un écosystème de start-up. La start-up, c'est de la tech aussi. C'est complémentaire avec les grandes sociétés. C'est plus agile, peut-être. Ça permet d'accélérer quelques sujets de transformation digitale, encore une fois. Oui, c'est vrai. Mais l'écosystème n'est pas naissant. Ce qui est naissant, c'est de voir des jeunes sociétés de technologie, des jeunes pousses, avoir une ambition tech dans un pays qui est en pleine transfo digitale. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc non, le Maroc n'a jamais été, n'est pas et n'a jamais été un pays mineur de la tech. On a un pays où il y a beaucoup d'ingénieurs. On a des transfo digitales dans des grosses entreprises, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'employés sont concernés. Donc je pense que il n'y a pas vraiment moi j'ai pas vraiment de frustration. Oui, peut-être que l'écosystème de start-up a démarré un peu tard. Mais il a démarré un peu tard parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui ont été faites par les grandes boîtes dans la tech. Et donc maintenant, les startups doivent trouver des valeurs ajoutées différenciantes, complémentaires aux valeurs qui ont déjà été créées par les grandes sociétés. Et on entend souvent quand on entreprend au Maroc, et beaucoup de gens ils disent comme quoi il faut être patient, la patience, sabr. Et il faut être surtout quoi selon toi? Alors, la patience et sabr, c'est pas pareil. La patience, c'est la patience. C'est pas la passion. Sabr, c'est la résilience. La ré- C'est un peu différent. Moi, très sincèrement, voilà, j'ai démarré une feuille blanche au Maroc. Démarré un projet où j'ai dessiné son objectif en écoutant les Marocains, en tout cas ceux que j'ai rencontrés. Et ce sont des gens d'origine et de parcours très différents. Je vois qu'il peut y avoir quelques frustrations quand on fait de l'entrepreneuriat dans des
euh, domaine assez classique, assez traditionnel peut-être, oui. Ça arrive de temps en temps, mais dans la tech, moi je trouve que le Maroc va plus vite que moi, plus vite que nous, tous, plus vite que tout l'écosystème. Le Maroc a décidé quelque chose de beaucoup plus grand que l'écosystème startup au niveau du digital. Donc, je crois que c'est plutôt à nous de suivre le trend et de suivre la vitesse d'exécution et la vision de cet élan que le Maroc est en train de mener. Est-ce qu'il faut être patient? Pour l'instant, c'est plutôt euh, à nous d'essayer d'aller au même rythme que le pays. On est dans un pays où on fait monter plusieurs verticales en même temps. On a les infrastructures avec des investissements massifs, l'éducation avec des investissements massifs, la santé avec des investissements massifs, la tech avec des investissements massifs, la réindustrialisation avec des investissements. Enfin, on fait tout en même temps, là. On est un pays émergent qui marche bien et qui va très vite. D'accord. Donc, c'est un challenge pour un entrepreneur de garder le rythme, oui. Parce que je pense que le pays va plus vite que lui. Alors, je sais que c'est un peu contrarian, mais c'est... En tout cas, moi, on partage d'expérience depuis que je suis arrivé. Et je suis très impressionné par cette vibe, cette tendance, cette quantité de talent. On a tout ce qu'il faut au Maroc. On a les idées, l'argent, le marché, les talents. Bon, a priori, c'est juste une question de temps. Dans le même sens, euh, est-ce qu'on peut réussir son réseau au Maroc? Ou est-ce juste un mythe qu'on aime C'est une entretenir? très bonne question. On ne peut pas réussir sans réseau. Par contre, tout le monde est capable de construire le sien. Aujourd'hui, dans ma conduite ou dans ma société, dans mon parcours entrepreneurial, le réseau qui me sert et qui m'aide à aller plus vite, c'est pas le réseau que tu sous-entends, c'est-à-dire avoir du réseau chez des gens qui sont historiquement qui ont historiquement une influence quelle qu'elle soit, que ce soit économique ou voilà. Le réseau, tout le monde peut se le construire. Tout le monde peut se le construire et une fois qu'on l'a construit, qu'on a construit le bon réseau, on peut aller très vite. Bah, tu vois bien, toi, tu m'as pingé sur LinkedIn. Bon, ça a pris combien de temps pour que je me retrouve ici? Quoi? 4 jours, 5 jours? Bah voilà, tu es en train de construire ton réseau aussi. Exact. Il n'est pas inatteignable, il n'est pas inaccessible. Aujourd'hui, justement, la tech te permet d'accéder à qui tu veux. Oui. Tu veux demain n'importe quel CEO d'une boîte, même de boîte cotée au Maroc, tu peux les pinguer sur LinkedIn. Bon, bah ça, avant, ça n'existait pas. Donc le réseau peut se construire par n'importe qui. Derrière chaque projet ambitieux, il y a une trajectoire faite de doutes, de décisions et de convictions. Comment tu définiras aujourd'hui ta manière de diriger? Et qu'est-ce qui te guide le plus? L'intuition, la cohérence ou bien l'impact visible? Tu poses vraiment des questions de gars très très intelligents. Moi, je fais que la fac, moi. Je sais pas. Non, quand J'ai même. pas toute cette. Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose que j'essaie de changer depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai entrepris, en tout cas au niveau de ma société. C'est enlever la peur de se tromper ou de faire une erreur. Bon, a priori, à chaque fois qu'on se trompe ou qu'on fait une erreur, on apprend. Donc, faire des erreurs, se tromper, c'est important pour apprendre. Ensuite, idéalement, il ne faut pas les refaire 2 fois. Comme ça, on est sûr que tu as bien appris et que tu as progressé. Je pense qu'il y a culturellement une peur de mal faire ou une peur de se tromper. Et au niveau du management assez classique, pas qu'au Maroc, partout dans le monde, une sanction qui peut tomber quand on se trompe ou quand on a fait une erreur. Alors, c'est
c'est un sujet qui est fondamental chez Aura Technologies. Euh, Tout le monde a le droit de se tromper. Tout le monde a le droit de faire une erreur. Il faut juste la faire une fois pour rassurer son responsable, son leader, que tu as appris de tes erreurs. Quand vous arrivez à diffuser ça dans une entreprise, la vitesse de création de valeur est juste incroyable. Et la jeunesse qu'on rajoute à ça fait que les gens peuvent faire des miracles et créer vraiment beaucoup de valeur. Je pense que le cœur de notre création de valeur, c'est cette valeur ou ce principe, cette corporate culture où on dit, prends une décision. Si tu as un doute, tu dois aller à droite, à gauche, ok, a priori, prends ta décision. Et si tu te trompes, relève-toi et change de décision. Et à la fin, si tu te trompes qu'une seule fois sur les mêmes raisons, sur un parcours de vie ou un parcours de décision ou un enchaînement de décisions, alors tu vas très très vite. Donc chez nous, la manière dont on se gère, c'est on prend des décisions extrêmement rapidement. Bon, évidemment, on étudie le cas. Il y a des fois où la conviction elle est certaine, donc on y va direct. Il y a des fois où on a des doutes. En cas de doute, il y a des sociétés qui prennent pas de décision. Nous, on en prend et on estime qu'on apprendra nos erreurs. Et puis avec notre agilité, on essaie de se redéployer quand on a fait une erreur, tout en apprenant et en nous assurant que c'est la dernière fois qu'on fait la même erreur. Et je te propose qu'on avance un petit peu et qu'on parle de la vision prospective. Et si tout ce que aujourd'hui, si tout ce que tu défends réussissait, si Morocco for Everyone devenait une réalité pleine entière, à quoi ressemblerait le Maroc en 2030? Alors déjà, on n'a pas l'ambition de changer tout le Maroc tout seul, même si notre projet s'appelle Morocco for Everyone. En Mais revanche, votre slogan, donc, ouais, c'est alors en revanche, pour moi, dans 5 ans, 2030, sur les 40 millions de personnes, de Marocains et Marocaines, il y en a 40 millions qui ont un smartphone. Tout le monde, alors peut-être 40 millions c'est trop parce qu'il y a les jeunes, mais en gros, allez, on va dire 35 millions sur 40 qui vont avoir un smartphone. Toutes les barrières d'accès au digital ont été levées. On utilise l'IA pour réduire les barrières de langue. On fait tout en vocal. On a accueilli quelques millions de personnes dans le food delivery, donc on passe d'un taux de pénétration de 1% ou 2% à quelque chose comme 10-15%, ce qui est plus logique pour un pays émergent. On a la 5G partout et on peut évidemment connecter tout le monde. On a créé plusieurs millions de wallets qui servent à du paiement mobile, donc ça voudrait dire que nous avons des opportunités de e-commerce qui se sont étendues sur tout le territoire, que ce soit du e-commerce classique ou du food delivery. On fait tout avec son téléphone. On chatte, on paye, on transfère, on achète, on vend aussi. On se parle, on se connecte. Donc en fait, on devient tous digitaux. c'est bien. Et j'aimerais bien vous projeter encore une fois. C'est pas assez. Plus loin. Faut que je rêve encore plus grand. Si Aura Technologies atteint pleinement sa mission dans 10 ans, à quoi ressemblerait votre projet dans sa version la plus aboutie? Et qu'est-ce que tu souhaites qu'on retient de ton parcours? Bon, parcours, pas encore tout fini, donc je sais pas si on peut retenir quelque chose pour Le l'instant. parcours entrepreneurial. Nous, on est une boîte convaincue. On embauche des Marocains et des Marocaines qui sont eux aussi convaincus, qui mettent beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour diffuser le digital dans le day-to-day des Marocains et Marocaines.
si je ferme les yeux, j'adorerais avoir quelques millions d'utilisateurs sur Cool, notre application de food delivery. Si mon plan marche, 6 millions d'utilisateurs, ça fait 50 000 livreurs. Tous qui roulent doucement, souriants et qui gagnent décemment leur vie. Des restaurateurs qui génèrent des revenus profitables via notre application Cool. Et qui nous aident à diffuser encore plus le food delivery en rendant encore plus accessible les produits. Des clients qui font partie d'une communauté qui achètent des burgers à des prix défiant toute concurrence, qui sont livrés par des livreurs de qualité. On aura donc créé 45 000 emplois directs, parce qu'on a besoin d'au moins 45 000 livreurs de plus. On aura aussi, grâce au wallet, tenté de faire disparaître au moins la moitié du cash, puisque je pense qu'on peut transformer au moins la moitié du cash avec le wallet. Il ne faut pas oublier que 75% de nos commandes e-commerce ou food delivery d'ailleurs sont cash on delivery, donc c'est le client qui paye en espèces à la livraison du client, à la livraison du produit, pardon. Avec tout le monde qui chatte et qui transfère sur Oracash, j'espère d'ici là, avec de l'AI, on a déjà les vocaux. Mais des jeunes d'aujourd'hui qui vont équiper les populations plus âgées dans les villes, mais aussi dans les campagnes et dans les montagnes, de telle sorte à ce que personne n'ait besoin en fait de sortir du cash. Aujourd'hui, le cash n'existe que parce que c'est le seul moyen instantané de transfert d'argent entre un bancarisé et un non bancarisé. Mais si on explique aux deux que, en fait, avoir du cash ou avoir de l'argent sur un mobile, c'est pareil, bah, a priori, et que tout le monde est équipé, a priori, il n'y a plus besoin de cash. D'accord. Et vous avez d'autres ambitions, par exemple, de toucher d'autres domaines ou juste rester concentré que sur le delivery and cash? Pour l'instant, on a 2 verticales qui sont extrêmement liées. Et on va se concentrer sur ces 2 verticales. Il y a, le food delivery et le wallet sont intimement liés. Parce que les flux financiers du food delivery ont besoin d'être transformés digitalement, pour simplifier. Les flux financiers du e-commerce aussi ont besoin d'être digitalisés. On est sollicité par plusieurs partenaires qui font du e-commerce et qui attendent de nous de les accompagner dans cette transformation digitale des flux financiers. Voilà. Est-ce qu'on va faire ça seul? Non, je crois pas. On a plutôt des partenaires dans plusieurs verticales avec lesquels on est en train de travailler. Mon rêve, c'est de faire du ride-hailing marocain. Oui, c'est vrai. Alors, il y a quelques enjeux. Il y a un enjeu réglementaire important, puis il y a un enjeu d'adoption des chauffeurs, avant tout. D'accord. Parce que les clients marocains veulent tous du ride-hailing. Ensuite, il faut trouver un modèle économique juste et équitable pour les chauffeurs aussi. Et puis, leur donner accès à la voiture, ce qui n'est pas évident. Faut trouver des solutions de financement pour ces voitures, de telle sorte à ce qu'il y ait encore plus de chauffeurs. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 50 ou 60 000 chauffeurs qui font du ride-hailing. On a un pays de 40 millions d'habitants. On va en avoir 300 000. Donc, il y a un problème d'accessibilité, de financement. Mais tout cela sera possible une fois qu'on aura déjà mené à bien le premier gros enjeu que nous avons, c'est-à-dire d'être un acteur incontournable du food delivery au Maroc. Être tellement incontournable grâce à notre équation économique juste qu'on puisse encourager une transformation digitale des flux financiers plus rapide. Et avant de clôturer cette conversation, je voulais te poser une dernière question. Si un jeune voulait suivre ta voie, quel conseil tu lui donneras, mais que toi-même, tu n'aurais pas écouté à l'âge de 25 ans? Il y a un côté de moi qui va te dire il faut surtout pas qu'il suive ma voie, il faut qu'il suive sa voie.
Parce que je pense que chacun d'entre nous a une capacité de créer de la valeur et de créer un parcours inspirant. Aujourd'hui, en 2025. Mais vous êtes Tout le un monde a sa parcours chance. inspirant. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil aux jeunes dans leur parcours professionnel? Je crois, revenir à la devise de Aura, de notre corporate culture, qui pour moi est la seule manière de réussir. C'est حلم خدم ما عمرك ما تحشم. C'est ce qui nous a guidés, c'est ce qui nous guidera, et c'est ce qui, moi, personnellement, même dans les grands moments de doute, m'a fait tenir la barre, rester résilient, convaincu, focus, et dépasser les aléas du parcours d'un entrepreneur. Dernier mot aussi, Omar, avant de... Écoute, franchement, je suis extrêmement touché par la qualité de tes questions. Je suis touché, pas surpris, hein, touché. Je suis vraiment... Tu vois, quand j'ai des gens en face de moi comme toi, je me dis tous les jours que je suis un peu moins fou. Et que ce Maroc que j'ai découvert après 25 ans de vie à l'étranger, que je redécouvre avec beaucoup de plaisir, un Maroc fait de Marocaines et Marocains qui ont des convictions, qui ont une envie de partage, d'expérience, qui ont une ambition digitale, un plan, et qui sont connectés au monde et aux autres. Et je ne peux que te féliciter parce que c'est le meilleur podcast que j'ai fait jusqu'à présent. Merci beaucoup, Omar Alami, pour ta sincérité, ta clarté et cette vision qui allie exigence et engagement. Et à celles et à ceux qui nous écoutent, restez curieux, posez les bonnes questions, explorez, innovez et créez et surtout, tracez votre propre perspective. Et si cette conversation vous a inspiré, merci de s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les voix qui façonnent notre époque. À bientôt. Merci, Sir Omar. Avec plaisir.